je vais essayer, j'ai pas trop l'habitude de parler dans le micro, peut-être à un moment donné, si c'est trop fort, il faudra me dire. Ouais, enfin, plus concret, disons que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, c'est-à-dire que moi, en fait, l'ensemble de mes travaux jusqu'à présent se sont vraiment focalisés sur la dimension sportive, compétitive. Donc il faut que, puisque le but de la session, c'est de prendre un recul par rapport à ça, voilà, je me suis demandé un petit peu comment faire. Alors la question, qu'est-ce que c'est qu'être handi ordinaire? Qu'est-ce que c'est que l'ordinaire sportif dans le champ paralympique? Alors pour donner quelques éléments dans cette présentation, je voudrais d'abord insister sur un point qui me semble très important, qui est que les organisations sportives, d'une manière générale, ont un rapport très spécifique à leur histoire. L'illusion d'origine antique permet d'éluder très souvent le caractère situé au plan socio-culturel et daté au plan socio-historique du mouvement sportif. Au fur et à mesure de son institutionnalisation, le mouvement sportif alimente les récits d'épopée et compte comme ça les exploits, comme les destins tragiques d'ailleurs, des sportifs. Et depuis les années 90, Jérôme en fait en a parlé aussi un petit peu, le mouvement paralympique produit lui aussi des images inédites qui intègrent peu à peu le paysage médiatique et qui constituent progressivement une anthologie du handisport. Un panthéon sportif des athlètes handicapés se constitue quand même peu à peu ces dernières années et atteste, comme le succès grandissant des Jeux paralympiques d'ailleurs, que le spectacle proposé, du point de vue sportif, est signifiant, c'est-à-dire produit du sens et génère un spectacle que les gens aiment regarder et atteste que les gens trouvent bien dans ce spectacle ce qu'ils sont venus y chercher. Donc, une mémoire de ce mouvement sportif commence à s'écrire, qui forme progressivement une histoire officielle. Alors cette histoire officielle alors je me limite à l'histoire officielle de la Fédération française handisport et pas du mouvement paralympique au niveau international, elle s'élabore au travers de publications variées. Alors en premier lieu, au travers d'historiques qui s'attachent à retracer à chaque paralympiade la chronologie donc, des défis, des exploits et recense les médailles et les records. Ce regard rétrospectif par le mouvement handisport sur lui-même, il s'élabore également au travers des récits autobiographiques de ses dirigeants les plus emblématiques. Donc là, on voit par exemple la couverture du bouquin réalisé par le président André Auberger, Fauteuil pour la vie, son vice-président Ena Hert, ou encore le docteur Marc Maury, donc qui sont des récits qui célèbrent un peu la force de caractère de ces dirigeants et alimentent un discours de la résilience en lien avec les situations de handicap. Donc Turing avait déjà montré effectivement qu'il y avait cet éloge des précurseurs qui caractérisait les textes du début du XXe siècle sur l'éducation physique. Et enfin, troisième type d'ouvrage publié et qui constitue cette histoire officielle de la Fédération française handisport, c'est des ouvrages qui sont publiés souvent par les médecins fédéraux, assistés par des techniciens du mouvement sportif, et qui est centré sur l'évolution des disciplines handisportives et de leurs règles. Donc on a une approche ici qui est plutôt médico-sportive et qui consiste à retracer les adaptations réglementaires et techniques et qui sont des ouvrages qui mettent en scène finalement le génie, l'expertise technique emmagasinée au fur et à mesure par l'institution, puisqu'on a vu que c'était très compliqué d'organiser la compétition sportive de cette diversité des corps. Mais ce qui est très caractéristique de cette histoire, et c'est pourquoi je voulais en parler pour commencer, ce qui est très caractéristique de ces discours-là, c'est qu'ils mettent en scène, d'une part, un développement continu et unifié du mouvement handisport depuis les années 50, et d'autre part, ils mettent en scène également l'expression d'une capacité d'intégration progressive des différents types de déficiences. Or, cette double lecture, qui est paradoxalement déshistoricisante, elle conduit à dénier deux types de tensions, voire de controverses profondes, qui ont pourtant joué donc un rôle majeur dans l'institutionnalisation de ce mouvement sportif. Donc au niveau institutionnel par exemple, on repère dès 1959-1960 traces de tensions
dans les comptes rendus des réunions de l'Association sportive des mutilés de France, hein, qui est l'ancêtre un petit peu du mouvement handisport en France, entre d'une part les tenants d'une orientation sportive et ceux qui préfèrent une pratique physique liée à la réhabilitation des personnes. Donc ces tensions se poursuivent en 1964 hein, dans le développement de certaines résistances à la nouvelle organisation fédérale, puisqu'en 1963, l'ASMF, donc l'Association sportive des mutilés de France, devient la Fédération sportive des handicapés physiques de France. Voilà, donc on a des tensions comme ça, qui restent à la discrétion des parties prenantes, mais malgré ça, le mécontentement grandit et se cristallise hein, dans une opposition autour de l'administration à Paris et des initiatives provinciales, notamment en termes de création de clubs et d'organisation d'événements sportifs. Donc on a comme ça une tension entre des clubs locaux qui organisent des événements, qui structurent une offre de pratique, etc., et puis une administration à Paris qui est jugée non réactive, etc. Donc on a des tensions comme ça qui montent, et ces tensions, elles aboutissent en 1972 à l'occasion de l'organisation des Jeux de Courchevel. Elles aboutissent finalement à une scission fédérale qui durera 5 ans, avec la création et le développement de la Fédération française omnisport et handicapés physiques. Donc on a une scission fédérale qui va durer 5 années et qu'on n'aperçoit pas, qu'on ne voit pas apparaître dans les historiques qui sont produits par la Fédération française handisport. Alors même hein, que cette scission, elle a eu des effets majeurs en termes d'institutionnalisation, puisque c'est grâce à cette scission que le mouvement fédéral a obtenu la délégation de pouvoir du ministère des Sports. L'autre grande occultation de cette histoire officielle de la FFH sur elle-même concerne les conflits qui sont liés justement à l'intégration de nouveaux publics. C'est-à-dire que quand on lit les historiques, on a l'impression que ça s'est fait naturellement, très tranquillement, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que l'histoire est émaillée de conflits liés à l'introduction donc des publics. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement handisport, il s'organise et il est pensé au départ par et pour des personnes en fauteuil roulant pour des blessés médulaires, hein, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et notamment sous l'impulsion du docteur Ludwig Guttmann, hein, qui est le fondateur des Jeux paralympiques et qui est le chef du centre de rééducation motrice de l'hôpital de Stockmanville. D'accord ? Donc sous l'impulsion de ce docteur-là et de dirigeants français, etc., on a un mouvement qui est d'abord pensé pour les fauteuils roulants et donc ensuite va se poser la problématique de les amputés veulent participer, puis les IMC veulent participer, puis les aveugles veulent participer, etc. Et quand on suit l'historique, on a l'impression que ça se fait très tranquillement en adaptant un peu les règlements, et en fait, quand on regarde les données qu'on a, les comptes rendus, les archives, etc., on se rend compte que, en fait, il y a tout un tas de conflits qui émergent et qui émaillent ce développement. Par le déni de ces tensions qui ont émaillé le développement de ce mouvement sportif, l'histoire récit de la FFH sur elle-même donne à voir une production donc unitaire, collective, consensuelle. Tout est mis en scène comme si, et c'est ça le point qui me semblait le plus important, comme si la question normative de savoir ce qu'il convient de faire en termes d'activité physique et sportive pour des personnes en situation de handicap relevait de l'évidence et n'admettait aucune alternative, aucune possibilité critique. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que, pour reprendre ce que disait Raphaël tout à l'heure sur le paradigme dominant de la compétition sportive, il me semble quand même qu'une analyse socio-historique peut apporter quelque chose hein, pour saisir comment concrètement l'institution sportive a rencontré l'institution du handicap, c'est-à-dire comment l'institution qui valorise des corps hein, dont l'efficacité, le fonctionnement est supranormal, presque extraordinaire, rencontre l'institution de la différence, les corps amoindris et désignés précisément comme handicapés à ce titre. Donc, d'un point de vue socio-historique, pour essayer de donner quelques éléments rapides, en fait, les conditions de l'alignement du mouvement de la Fédération française handisport sur la logique compétitive des valides se joue en quelques années à l'articulation des années 60 et 70. Donc je vais me concentrer sur cette période-là. Donc, premier point, le 23 mars 1968 est créée la Fédération française de sport pour handicapés physiques,
qui donc remplace la Fédération sportive des handicapés physiques de France. Cela marque le début d'une poussée d'autonomisation sportive. On remarque que ça s'accompagne d'une multiplication des championnats, de projets de formation de cadres techniques, de la création de comités régionaux, de commissions par discipline sportive, etc. etc. Donc, poussée d'autonomisation sportive au travers de laquelle la compétition acquiert une signification en elle-même, c'est-à-dire n'a plus à être adossée à des objectifs de réhabilitation sociale et professionnelle. Ce qui était le projet de l'Association sportive des mutilés de France et de la structure fédérale qu'il y avait avant. Dans la revue fédérale, par exemple, le thème de l'emploi ou les articles à coloration médicale s'effacent au profit d'une multiplication des comptes rendus de compétitions sportives qui sont rédigés par les entraîneurs nationaux. Donc on voit que le ton des récits change, devient plus technique, devient plus sportif. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les discours des techniciens rentrent progressivement en tension avec, voire parfois en contradiction, avec ceux qui sont portés par les médecins fédéraux. Médecins fédéraux qui sont tous des médecins de centres de rééducation. Donc centres de rééducation de Garches, de Fontainebleau, etc. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que cette autonomisation sportive, à l'articulation des années 60-70, elle est rendue possible et elle est réalisée concrètement par les médecins de centres de rééducation de la FFSHP. En effet, en quelques années, ce sont ces médecins qui vont réunir les conditions d'un alignement de la fédération sur la logique sportive compétitive des valides. C'est-à-dire qu'ils vont créer les conditions pour que le spectacle sportif puisse produire de l'émotion et produire du sens sportif, du waouh. Les spécificités et les significations de l'évolution des logiques organisationnelles de cette fédération, on ne peut les saisir qu'en prenant en compte quand même, je vais les mentionner très rapidement, mais c'est quand même important, 3 niveaux de contexte. Le premier, bien sûr, c'est que ça se fait dans les années 60-70, donc ça se fait dans un contexte dans lequel les représentations du handicap, le traitement à l'égard des personnes handicapées évolue. Donc on est, au sortir de la guerre mondiale, dans une montée d'une vision militante de la réadaptation qui est portée par des associations de personnes handicapées, donc l'APF par exemple, et qui aboutissent par exemple à des évolutions législatives, et notamment à la loi du 23 novembre 1957 en ce qui concerne le travail des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces années-là qu'on parle véritablement de personnes handicapées et qu'on ne parle plus d'infirmes ou d'invalides. Deuxième élément de contexte qui me semble important à prendre en compte, c'est le contexte de la politique sportive qui est mise en œuvre par Maurice Herzog à partir des années 60, de rationalisation sportive qui fait que la préparation olympique, les résultats aux Jeux olympiques, etc., commencent à devenir des éléments qui sont importants et qui structurent l'intervention politique auprès des fédérations. Et enfin, troisième niveau de contexte forcément important à prendre en compte, c'est celui de la place très importante qu'avaient les médecins fédéraux dans les structures qui ont précédé, c'est-à-dire au sein de la SMF et au sein de la FSHPF. Donc très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que les premières sections de la SMF, donc l'Association sportive des mutilés de France, se forment au sein des grands centres de rééducation motrice de la région parisienne. Donc l'Institut national des invalides, l'hôpital de Garches, l'hôpital de Fontainebleau. Les médecins ont un rôle privilégié dans cette structure. Pourquoi? D'une part, parce qu'ils peuvent servir de caution médicale auprès des pouvoirs publics. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, etc. La pratique est encadrée par des médecins, donc voilà. C'est un lieu de recrutement privilégié aussi, ces centres, pour la nouvelle structure associative. Et enfin, ce sont les seuls lieux à l'époque dans lesquels il y a des aménagements, des lieux qui sont aménagés finalement pour la pratique de personnes, notamment de personnes en fauteuil. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, jusque la fin des années 60, les médecins et le discours médical occupent une place importante, et on peut dire finalement que c'est
ce sont les médecins qui détiennent le monopole de la définition des bonnes et des mauvaises façons de pratiquer ou de faire pratiquer les personnes en situation de handicap. Dans ce contexte-là, la restructuration du comité médical de la Fédération le 11 octobre 1971 est révélatrice de l'importance grandissante d'une logique spécifiquement sportive. À une décomposition en commissions selon les déficiences et rajouter une décomposition selon les disciplines sportives. Donc on a, à partir d'octobre 1971, la nomination de médecins à l'intérieur du comité médical qui est responsable par discipline scientifique. Donc de s'occuper des problèmes médicaux à l'intérieur de chaque discipline sportive. Pardon. Les objectifs sportifs, à partir des années 70, vont diverger de plus en plus de la rééducation fonctionnelle et de la réadaptation sociale. C'est-à-dire qu'il va y avoir progressivement un décrochage des registres entre l'entraînement pour la performance, la préparation des jeux, etc., et la réadaptation, la rééducation pour la vie de tous les jours. Qu'en est-il du point de vue... J'aurais dû vous laisser un peu ça. Qu'en est-il du point de vue des catégories sportives? Alors la question des catégories sportives, pour moi, elle était importante, c'est pour ça que j'avais proposé ça à Raphaël, parce que ce sont les catégories sportives qui vont imposer la logique de répartition et le regroupement des corps qui préside à ce qui est donné à voir dans le spectacle, dans la compétition sportive. Autrement dit, ce sont les catégories sportives qui déterminent les affrontements possibles. Qui peut jouer avec qui, hein, qui peut se mesurer à qui. Mais pourquoi elles m'intéressent, ces catégories sportives? Parce qu'elles sont également lourdes d'une vision institutionnelle et normative des corps, qui fait que ces catégories sportives, elles informent aussi sur les définitions implicites du handicap qui les sous-tendent, et sur le rapport et le sens de la pratique des personnes en situation de handicap. Donc l'évolution des catégories du mouvement e-sport en France entre 1965 et 1973, donc ça se fait très vite. Alors Jérôme avait raison de dire qu'effectivement les règlements évoluaient beaucoup, etc. Mais les grands principes catégoriels, ceux qui vont organiser la compétition, ceux qui vont organiser les classifications, ils se font, enfin les avancées qualitatives majeures se font dans ces années-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on retrouve les mêmes principes de classification, de regroupement, avec les mêmes, finalement, limites et les mêmes éléments. Donc, l'évolution des catégories du mouvement handisport dans ces années-là, elle se fonde d'abord, essentiellement, sur une ingénierie médicale, c'est-à-dire ce sont les médecins qui les construisent. Cette ingénierie médicale, elle doit d'abord prédire les performances et les bienfaits possibles, et donc les regroupements d'athlètes et les pratiques souhaitables. Néanmoins, ce qu'on voudrait montrer ici rapidement, c'est que l'hétérogénéité corporelle des athlètes, plus précisément la prise en compte de l'hétérogénéité corporelle des athlètes et l'alignement progressif sur un modèle compétitif et sur l'exigence de réunir les conditions de l'égalité entre les compétiteurs au début de l'épreuve, vont aboutir à des changements catégoriels qui vont instituer une vision démédicalisée du handicap et de la pratique sportive des personnes handicapées. Et cette démédicalisation, elle est produite par des médecins de centre de rééducation. Donc sur la période étudiée, il y a deux activités principales qui vont caractériser le travail du comité médical de la Fédération. Premier axe de travail, à la fin des années 60, le comité médical est mobilisé pour codifier ce qui est indiqué et ce qui n'est pas indiqué en termes d'activité physique pour les personnes handicapées, en lien avec l'organisation du contrôle médical sur tout le territoire. Et d'autre part, donc, au début des années 1970, deuxième axe de travail du comité médical, celui qui prendra toute la place ensuite, la classification des différents handicaps et l'organisation des classifications en vue de la compétition. Donc sur le premier aspect, la sécurisation médicale des pratiques. Donc à la fin des années 60, les médecins doivent réunir les conditions d'une pratique sûre
et d'une pratique sécurisée pour l'ensemble des athlètes de la fédération. À cette fin, le comité médical est restructuré par type de déficience. On a donc 5 commissions à l'intérieur du comité médical. La commission amputée, on va voir les découpages qui sont effectués. La commission amputée, la commission aveugle, la commission cardio-respiratoire, la commission paralysée en fauteuil et la commission handicapée divers. Donc le reste du monde. Chacune de ces commissions est chargée d'identifier les éventuelles contre-indications à la pratique selon les types de déficience et des critères simples pour effectuer ce contrôle sur tout le territoire. Le 20 octobre 1968 est donc produit un document qui s'appelle le contrôle médical du handicapé sportif. Donc qui fait apparaître d'abord des principes généraux de tests d'aptitude à l'effort, qui sont communs en fait à tous les athlètes, qui fait apparaître ensuite une partie qui est consacrée aux tests complémentaires pour chaque type de déficience. Et chacune de ces parties propres à un type de déficience est conclue par une section orientation sportive qui présente les disciplines sportives les plus indiquées pour les athlètes considérés, avec une attention du coup au potentiel rééducatif de la pratique en fonction du type de déficience. Voilà, les malvoyants, il ne faut pas les mettre dans la piscine, etc. Bon, voilà. Le découpage catégoriel par type de déficience et l'importance des critères cliniques ratifient donc une conception médicale du handicap au travers de laquelle une atteinte corporelle particulière est associée à un niveau d'incapacité générale. Et donc à des pratiques qui sont indiquées et puis des pratiques qui ne sont pas indiquées et des pratiques qui sont plus ou moins pertinentes en termes de potentiel, on pourrait dire, rééducatif. Et à partir du début des années 1970, une fois que ce document a été publié et que le contrôle médical du handicapé sportif est réalisé sur l'ensemble du territoire, ce qui devient l'objectif principal, le travail principal donc, du comité médical de cette fédération, c'est l'organisation des compétitions. Donc si le tournant compétitif de la FFSHP n'est pas sans générer des résistances et des critiques, ils deviennent de plus en plus intolérables, et ça c'est ce qu'on observe très clairement dans les revues fédérales, que les classements sportifs ne soient pas le strict reflet des mérites respectifs des athlètes. Donc on a de plus en plus d'athlètes qui écrivent dans la revue fédérale et d'entraîneurs qui écrivent dans la revue fédérale en expliquant que la compétition était injuste, qu'on a participé avec quelqu'un de beaucoup moins handicapé, que c'était pas du jeu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que progressivement, les gens se prennent aux jeux sportifs et réclament des compétitions équitables. Donc au début des années 70, le principal chantier du comité médical, ça devient d'organiser donc cette compétition équitable et donc d'assurer la comparabilité des performances, ce qui est un principe fondamental de la logique sportive compétitive et du paradigme dominant du champ sportif. Donc, du point de vue des catégories, donc à l'articulation des années 60-70, les compétitions se structurent autour de catégories qui établissent une première grande distinction entre le groupe 1 et le groupe 2. Alors le groupe 1 concerne, alors là j'utilise les termes élites, en fauteuil roulant, et le groupe 2 regroupe les handicapés debout. Donc cette séparation, bon, elle a des effets d'institution qui sont très forts et qui sont en lien avec la dynamique internationale dans laquelle en fait le docteur Gutmann, qui organise les fédérations internationales, favorise et organise la pratique des personnes en fauteuil roulant. Donc en fait finalement pendant 30 années à peu près, les fauteuils roulants sont les rois, les kings, voilà, sur ce circuit-là, et pour eux ça marche bien, et puis ensuite on voit qui on peut intégrer à ce modèle-là. Mais ce qu'il faut penser, c'est que du point de vue de la structure, c'est un modèle qui est pensé pour les fauteuils roulants, et auquel on pose la problématique progressive d'autres types de déficiences. Et donc parfois ça marche, pour les amputés ça marche à peu près, il a fallu qu'ils réclament, mais enfin ça marche, ça produit un spectacle signifiant, mais pour d'autres ça marche pas.
Et il y a encore des traces aujourd'hui, puisque si on voit des images d'athlètes prothésés très valorisées, on ne voit pas d'image d'athlètes déficients intellectuels très valorisées, par exemple. Voilà. D'IMC. Ou d'IMC, oui. Alors que la question des IMC s'est posée très tôt. Donc le groupe 1, paralysé en fauteuil, est composé de 4 catégories qui sont établies sur la base de critères de déficience, hein, c'est-à-dire le niveau supérieur de la lésion médulaire et son caractère complet ou non. Donc on a des critères médicaux, hein, qui sont des critères de déficience. Donc ainsi, par exemple, la classe A, dans le groupe 1, réunit les lésions médulaires complètes, sensitives et motrices jusqu'à D11, jusqu'à la 11e dorsale. Lorsque la déficience est associée à un niveau homogène d'incapacité, ce qui est très souvent le cas, hein, enfin non, pas très souvent, mais ce qui peut être le cas pour les personnes dont finalement qui ont une déficience complète, hein, une paralysie complète, le critère médical, le critère de la déficience, suffit pour caractériser la classe. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il y a des critères d'incapacité, hein, qui viennent en complément donc, des critères médicaux de déficience. Et lorsqu'une même déficience est liée à des niveaux d'incapacité très divers, donc le cas à l'époque qui leur pose beaucoup de problèmes, c'est le cas des hémiplégiques et le cas de la polio, hein, où les personnes ont des niveaux d'incapacité qui peuvent être autour de ces deux atteintes-là extrêmement divers, et donc ça leur pose un problème de classification. Donc pour ces publics-là, qui sont catégorisés comme les autres, le niveau d'incapacité est directement évalué, et par une logique, alors là c'est pareil, j'utilise à chaque fois, je ne mets pas les guillemets comme ça, mais j'utilise à chaque fois les termes qui sont utilisés. Donc une fois qu'ils ont été, que le niveau d'incapacité a été évalué, ils sont assimilés à une classe existante. Donc par exemple, un hémiplégique qui a un certain niveau d'incapacité peut se retrouver à pratiquer dans la classe C avec les personnes en fauteuil roulant. Voilà, parce que c'est une personne qui n'a pas un niveau de capacité suffisant, par exemple, pour pratiquer debout, etc. Bon, il y a toute une évaluation du niveau d'incapacité et assimilation dans une classe existante. Bon, en quelques années, il y a une accélération comme ça, des transformations catégorielles, ça se fait en 3-4 ans, et la Fédération française est très motrice sur ces questions-là, puisqu'elle est très prise, hein, en lien avec la rationalisation sportive de la politique d'Herzog et tout ça. Elle est très engagée dans la question des compétitions sportives, donc elle est très motrice sur la question de comment on fait des compétitions équitables. Donc, accélération des évolutions catégorielles dans les années 70, 71, 72, 73, 74, et ces évolutions, en fait, on peut les ranger dans deux types, il y a deux catégories d'évolutions catégorielles. Premièrement, il y a les évolutions qui consistent à affiner les critères d'évaluation des incapacités. Voilà. Ce qui permet de prendre en compte de manière plus fine la variabilité interindividuelle des athlètes qui ont une même atteinte. C'est-à-dire, on comprend que deux hémiplégiques ne vont pas avoir le même niveau de capacité. Bon. Et donc, il y a un affinement des critères qui permettent, par exemple, d'évaluer le niveau de capacité des hémiplégiques pour ensuite les faire concourir dans les classes en essayant de faire une compétition équitable. Mais l'autre évolution qui me semble très importante, elle est qualitativement différente, c'est celle qui consiste à prendre en compte, pour la première fois dans les années 72-73, la tâche sportive à réaliser. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on fait une classification qui est valable pour l'ensemble des disciplines sportives. C'est-à-dire c'est un athlète rentre dans telle catégorie, et quelle que soit la discipline dans laquelle il va concourir, il rentre dans cette catégorie, et il concourt dans cette catégorie-là. Et ce qui, avec le retour d'expérience, on pourrait dire, l'idée un petit peu nouvelle dans ces catégories, c'est de prendre en compte la tâche sportive à réaliser. Et donc, à partir de 1972, on commence à percevoir dans le discours l'idée selon laquelle le testing musculaire ne permet pas d'avoir accès aux possibilités motrices réelles parce que celles-ci sont liées à la tâche qu'il faut accomplir. Donc, en termes de conception du handicap, je trouve ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça traduit la prise en compte non seulement de la déficience et du niveau d'incapacité, mais également de l'environnement et de la manière dont la situation produit de la capacité ou de l'incapacité pour les personnes. Ce qui, aujourd'hui, dans le champ du handicap, est quelque chose de banal et de très admis,
mais qui, à l'époque, est une conception extrêmement avant-gardiste. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose, d'une prise en compte de l'environnement, avant même que les intellectuels handicapés physiques dans d'autres champs sociaux ne développent le modèle social du handicap. Donc ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'en suivant la logique sportive qui consiste à assurer la comparabilité des athlètes et en essayant de faire en sorte de trouver les meilleures façons de classifier, de catégoriser les athlètes, les médecins ont réuni les conditions d'une démédicalisation de leur mouvement sportif et ont produit des catégories qui reposent sur une vision, enfin sur une conception du handicap qui est relativement avant-gardiste. Ouais. Et donc pour conclure, je ne sais pas où j'en suis, mais une minute. Voilà, juste pour conclure, pour faire peut-être le lien avec les éléments qu'on a eu un peu avant, etc. Et puis pour revenir sur cette question de l'ordinaire, on vient de le voir, enfin c'était pour moi ce que je voulais essayer de donner à voir, la compétition sportive, pour devenir signifiante, doit opposer des corps qui sont perçus comme équivalents et partant comparables. Les différences corporelles trop importantes, qui semblent déterminer à l'avance le résultat de l'épreuve, doivent être annulées. Et c'est pourquoi l'institution sportive, alors à la fois le sport des personnes en situation de handicap, mais l'institution sportive des valides avant avait déjà créé des catégories, donc crée justement des catégories pour dire qui peut concourir contre qui et pour assurer la comparabilité des athlètes. Cette exigence d'égalité des chances au départ, elle implique de passer les corps sportifs au crible de dispositifs techniques très variés, vérification du genre, test antidopage, pesée, vérification du matériel, bon, et puis le contrôle médical du handicapé sportif, on en a parlé, qui sont censés donc établir l'équivalence des sportifs sur la ligne de départ. Et les fréquentes évolutions de ces dispositifs aboutissent à une mise à l'épreuve et à un contrôle de plus en plus serré des corps sportifs, dont la nécessité semble relever de l'évidence. C'est-à-dire qu'en fait, il est normal, quasiment, de tester si les femmes sont bien des femmes avant qu'elles se mettent sur la ligne de départ. En tout cas, ça a généré des pratiques assez incroyables qui n'auraient pas été acceptables dans d'autres espaces sociaux, mais dans l'espace social du sport de compétition, on peut demander à une femme de se mettre toute nue pour vérifier si c'est bien une femme, pour savoir si elle peut bien se mettre sur la ligne de départ. Donc là, il y a des auteurs dans le champ des STAPS qui ont très bien analysé ça. Voilà, mais c'est pour dire que ça semble relever de l'évidence et surtout ça génère des pratiques qu'on ne peut pas questionner, ou qu'on peut questionner dans le champ scientifique, etc., mais en tout cas qui ne posent pas de problème dans l'organisation des compétitions, ou très peu, ou qui mettent du temps à en poser. Voilà, donc moi ce qui me semblait intéressant pour conclure, parce que là j'ai mis les cas de Caster Semenya et de Oscar Pistorius que j'ai pu analyser par la suite, c'est de montrer en fait finalement pour donner à voir au travers de ces cas-là, mais au travers de plein d'autres cas, l'effort qui est déployé par l'institution sportive pour aplanir, pour détruire les différences corporelles des athlètes de manière à les rendre comparables, de manière à ce que durant l'épreuve, ils puissent se singulariser. L'évidence de cette idée-là, l'effet de ce rapport technicisé au corps sportif, qui est peu questionné en fait, il est fondamental pourtant à questionner parce qu'il élude toujours les dimensions sociales, les dimensions culturelles, les dimensions identitaires, et puis toutes les dimensions que tu as soulevées ce matin, Bernard, voilà, autour du corps, pour en faire un corps qui, d'un point de vue technique, est un corps équivalent. Voilà. Donc, par exemple, en ce qui concerne les controverses autour d'Oscar Pistorius, moi j'ai analysé les controverses en détail autour de cet athlète qui a voulu participer avec les valides. La question, en 5 ans de controverse, la question ne s'est jamais posée de savoir s'il fallait évaluer la situation ou juger la situation autrement qu'en tentant d'établir l'équivalence technique, de mesurer l'équivalence entre 2 prothèses et 2 jambes d'athlètes valides. Voilà, et ça aboutit à une impasse, et la décision du TAS pour Oscar Pistorius, c'est de dire on ne sait pas, donc on ne peut pas lui interdire. Voilà, donc ça aboutit à une impasse, cette façon de raisonner, mais même face à cette impasse, on ne s'est jamais posé la question de savoir si est-ce que c'est vraiment une question technique qui est posée. Voilà, voilà, c'était des points qui me semblaient importants. Merci beaucoup pour votre attention.